choix d'essayer de garder une dynamique de population. Aujourd'hui, on voit que on a tous constaté qu'il y avait des cellules dans les ruches, qu'on a 3 hausses sur certaines ruches, 4. Donc tous ces abeilles-là, il va bien falloir les mettre quelque part. Vous imaginez bien que si vous récoltez, il va falloir enlever un peu d'abeilles. Donc je sais qu'on ne parle pas souvent de ça, mais moi je fais beaucoup de paquets d'abeilles. Donc des paquets d'abeilles, on prend juste des abeilles. Alors c'est assez simple à faire, hein, mais c'est important de faire des paquets d'abeilles. Et puis ensuite, ces paquets d'abeilles-là, vous pouvez faire des essaims en ruche, carrément. Vous pouvez faire des essaims en nucléi. Je sais qu'il y en a pas mal ici qui ont des ossettes pour faire de la fécondation, des trucs comme ça, ou même des ruchettes. Donc l'avantage du paquet d'abeilles, c'est qu'on peut tout faire avec. Il n'y a pas de couvain, il n'y a pas de reine. Donc les abeilles, elles sont aptes à accepter à peu près n'importe quoi. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment moi je fais les paquets d'abeilles et comment je les utilise. Donc là, vous avez vu, il y a des petites boîtes. Dedans, il y a des abeilles. On a fait des paquets d'abeilles il y a 4 jours. Si on entend là. Ouais. Et en fait, là c'est fini. Là. On sent que la reine, elle est le nez, parce que ça fait plus un bourdonnement, ça fait vraiment un ronronnement. Donc c'est comme ça qu'on alimente toutes les apidéas et toutes les chélaires, elles sont alimentées avec des paquets d'abeilles. Parce que vous savez bien, ça c'est pas il n'y a pas de cadre là-dedans. Donc et ça peut pas hiverner. Donc pardon ? Moi, je croyais qu'il y en avait dedans. Non, non. C'est loin Paris. Hein. Et du coup, elles sont juste démarrées comme ça. Vous voyez, c'est vide. On met un peu de candy dans le nourrisseur ou du sirop. Vous pouvez mettre. Nous, on met du candy. Ça évite aux abeilles qui sont un peu en stress de se noyer dedans. Donc du candy, c'est bien. Ça les aide pareil que le sirop pour bâtir. Et puis une petite amorce de cire. Et donc on met un gobelet d'abeilles à l'intérieur. Donc j'utilise un pot de 500 grammes de miel en plastique là. Et on met un pot de 500 grammes dans une nucléi comme ça, puis une cellule royale à naître. Quand la cellule, elle est mise dedans, puis ensuite on les met 3-4 jours dans le bâtiment fermé. Et donc la reine, elle va naître, la colonie, elle va prendre possession de la chélaire, et puis elle ne désertera pas, et puis voilà, c'est amorcé. Ça va vraiment bien. Et vous pouvez faire ça avec donc des nucléides de fécondation. On peut faire ça avec des ruchettes aussi. Vous trouvez des reines fécondées ou vous avez quelques reines fécondées que vous avez déjà prêtes. Vous récoltez vos reines fécondées. Vous faites vos paquets d'abeilles. Vous laissez une nuit dans le sous-sol. Alors, je vous ai mis ça. Ça, c'est ce que moi j'utilise pour faire les paquets d'abeilles. Donc, c'est une ruche, un corps de ruche basique. Et puis donc on a grillagé l'intégralité du fond. Comme ça, les abeilles, elles sont bien aérées, elles ne peuvent pas s'étouffer. Et puis par-dessus, on remet un plancher. Voilà, et puis comme ça, c'est bien aéré. Parce que c'est ça un peu le risque que vous avez. Oui, normalement, il y a une portière. Le risque que vous avez, c'est que ce paquet d'abeilles, il étouffe. C'est le seul risque que vous pouvez avoir. Ce qui est important, c'est de le mettre dans la cave ou dans le sous-sol, dans un endroit frais et puis fermé. Et ces abeilles, donc pour faire une ruchette 6 cadres, vous mettez 2 cadres bâtis, 4 cadres neufs, et puis vous mettez votre paquet d'abeilles dedans. Il faut mettre à peu près 1 kg. Donc je vous disais, le gobelet de 500 grammes en plastique, vous en mettez 2. Ça correspond à peu près à 1 kg d'abeilles. Et vous pendez la reine dans la cagette avec un petit bout de fil de fer au milieu des cadres. Et puis, vous pouvez laisser comme ça 3-4 jours, le temps que les abeilles elles libèrent la reine, etc. Vous mettez du sirop, et puis vous la sortez, vous le mettez dans le rucher, puis vous avez un nouvel essaim. L'avantage du paquet d'abeilles aussi, c'est que vous pouvez le traiter facilement. Comme il n'y a pas de couvain, les seuls varrois qui vont être, c'est sur les abeilles. Donc un petit acide oxalique par dégouttement, ça marche très très bien. Et puis ça assainit vraiment les abeilles. Ça permet vraiment de faire des essaims qui vont bien passer l'hiver. Et vous verrez, c'est un peu comme un essaim que vous attrapez dans un arbre. C'est très très dynamique. Ça va très très vite. Un paquet d'abeilles que vous faites maintenant après le miel de printemps, il n'y a pas de problème, ça fait du miel. Hein. Ça fera du miel cet été. Ça, c'est vraiment sympa à faire. Ça coûte pas cher. Et puis, ce qui est bien, c'est que
Comme on disait tout à l'heure, vous allez faire la récolte de miel. Donc vous allez, alors il y en a qui récoltent au chasse-abeilles, d'autres qui récoltent à la brosse. Ce qui est bien pour récupérer les paquets d'abeilles, c'est de récolter au chasse-abeilles. La technique, elle est simple. Vous allez mettre une hausse vide avec des cadres bâtis sous vos hausses pleines. Vous mettez votre chasse-abeilles. Alors, il faut bien laisser la grille à reine entre l'élément et la hausse que vous allez rajouter. Vous mettez votre chasse-abeilles, vous mettez vos hausses à récolter. Toutes les abeilles, elles vont redescendre pendant la nuit. Le lendemain matin, vous venez, vous récoltez vos hausses. Et puis, toutes les abeilles qui sont dans la hausse, qui est vide, et ben vous les tapez dans un toit et vous les retournez dans la ruche grillagée. Et vous avez un paquet d'abeilles pour faire un essaim. Alors, si vous avez 10 ruches, bah, ça vous fait 10 paquets d'abeilles. Ça peut vous faire 10 essaims rapidement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne technique. L'autre avantage de faire cette technique, c'est que bah, vous savez bien, là, on a peut-être l'acacia qui va fonctionner. Malheureusement, on n'a pas tous des emplacements acacia. Donc, on sait qu'il va y avoir un petit creux de mielé jusqu'à temps que la ronce, elle arrive et puis que les premiers tilleuls ils soient en fleurs, etc. Donc, il va quand même y avoir un creux de mielé. Vous avez beaucoup d'abeilles dans la ruche, on ne peut pas leur mettre des hausses vides qu'elles ne vont pas pouvoir remplir. Vous allez avoir trop d'abeilles dans la ruche. Pour garder une dynamique sans enlever des cadres de couvain, eh ben c'est une bonne technique. Vous allez juste enlever le surplus d'abeilles, vous allez garder une bonne dynamique de colonie, mais tout en ayant dépeuplé un peu. Donc l'essaimage, il sera évité. Et puis vous aurez aussi des abeilles pour faire un essaim. C'est quand même pas mal. Et puis ça ne vous force pas à enlever des cadres de couvain. Donc ça, vous n'avez pas à chercher la reine. Il y a plein de facilités à faire cette technique. C'est vraiment très très simple. À la fin, Loulou. Et donc voilà. Donc on peut alimenter n'importe quoi. Donc nous, on garde des ruches comme ça complètes, ou alors des ruchettes sur lesquelles on met un grillage. Et puis ensuite, nous, on alimente les kielaires comme ça. Alors comme vous savez, j'en ai à peu près 400. J'ai 400 kielaires comme ça, donc je fais les paquets d'abeilles maintenant. Et puis après, les kielaires, elles sont alimentées avec les paquets d'abeilles. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Il n'y a vraiment pas de difficulté là-dedans. Je vous incite vraiment à faire des paquets d'abeilles. C'est une bonne technique. Et puis, on sait toujours, vous achetez des reines un peu de valeur. Vous n'avez pas envie qu'elles soient mangées par vos abeilles. Donc, c'est difficile de faire un essaim à cette période-là de l'année parce que les abeilles, elles ont de quoi élever. Donc, elles n'ont pas besoin de vous pour une reine. Donc, le fait de faire un paquet d'abeilles, comme il n'y a pas de couvain, elles ne peuvent pas élever. Donc, vous avez 100% de chance que la reine, elle soit acceptée. Il n'y a jamais ça foire, quoi. Et ça, du coup, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis, encore une fois, vous pouvez alimenter n'importe quoi avec, que ce soit des mini plus, des O7 6 cadres, des O7 12 cadrons, n'importe quoi. Il faut juste adapter la quantité d'abeilles que vous allez mettre dans le paquet. Et puis, on peut faire même avec des cellules royales, ça se fait très bien. La précaution qu'il faut prendre quand on met des cellules royales, c'est qu'il faut laisser enfermer le temps que la reine, elle naisse. C'est tout. Parce que sinon, elles ne vont pas avoir besoin, il n'y a pas de couvain, donc elles vont déserter tout de suite la colonie. Et c'est pour ça qu'on les laisse 3-4 jours dans le garage. Vous pouvez faire pareil avec une ruchette. Hein. Et il y a une petite astuce aussi que vous pouvez faire, c'est si vous faites des essaims en ruchette ou des essaims en ruche, et que vous mettez une reine donc fécondée à l'intérieur du paquet d'abeilles, pour éviter que le paquet d'abeilles se barre, vous mettez une grille à reine à la porte. En mettant une grille à reine à la porte d'entrée, la reine, elle ne pourra pas sortir. Et du coup, ça va lui éviter de déserter, de se barrer. C'est simple. Vous voyez, ça, c'est des trucs, c'est assez facile à faire. Vous découpez un petit bout. Alors, si c'est des ruchettes en bois ou des ruchettes polies, vous voyez, c'est facile de glisser une petite grille à reine pour éviter qu'elle fuit. Il ne faut pas hésiter à mettre du sirop, parce que comme il n'y a rien du tout de bâti, si vous avez des cadres de miel, vous mettez un cadre de miel, et puis vous mettez un nourrisseur avec au moins 2 kg de sirop pour qu'elle puisse bâtir, même très dilué, hein, vous pouvez du sirop dilué à 50%, et puis ça vous permet d'avoir une colonie rapidement. C'est vraiment une bonne technique. J'ai des collègues qui ne savent pas du tout faire des essaims avec des cadres, ils n'arrivent pas à faire accepter les reines, ils font que comme ça, que des paquets d'abeilles. Voilà, c'est une bonne technique. Et donc, petit carnet. Ah ouais, mais tu sais, sinon je me fais taper dessus. Vous savez pas ce que je subis, moi. Et oui, je voulais aussi vous demander, vous parler aussi des reines fécondées. Donc,
On a tous notre technique pour insérer des reines fécondées. Là, c'est la période, hein. On a les reines qui vont être disponibles, les premières. Nous, puis d'autres, hein. Je ne suis pas le seul à vendre des reines. Et il y a plusieurs façons de faire pour insérer des reines pour éviter qu'elles se fassent tuer. Il y a plein de techniques, hein. Moi, la mienne, elle est simple. C'est je reçois la reine à la maison. La reine, elle est accompagnée d'accompagnatrices. Donc, souvent, je ne laisse pas longtemps orpheliner. Si, par exemple, je sais que je vais avoir les reines demain, bah, aujourd'hui, je vais faire les essaims. Et il y aura moins de 24 heures d'orphelinage. C'est quand même bien mieux de ne pas mettre trop d'orphelinage. J'ai l'impression que quand on laisse 3-4 jours orphelins avant de mettre la reine, bah, les abeilles, elles ont commencé à édifier des cellules royales et du coup, elles sont un peu moins aptes à accepter une reine. Parce que comme elles ont commencé à élever, elles ne doivent pas faire l'association entre le fait que la reine, elle arrive aussi vite. Par contre, quand on fait l'essaim et puis que quelques heures après, on met la nouvelle reine, bah, je pense qu'elles doivent imaginer qu'elles ont perdu la reine et puis qu'elles l'ont retrouvée. Et comme elles n'ont pas commencé à élever, bah, c'est quand même beaucoup plus facile à faire accepter. Et en faisant comme ça, nous, on va dire 2 reines qui sont tuées sur 100, quoi. Donc, c'est quand même intéressant de faire... Et puis, pareil, moi, j'enlève les accompagnatrices. Je sais qu'il y en a qui les laissent. Moi, je me dis que les accompagnatrices, ils doivent quand même avoir l'odeur de l'ancienne colonie. Donc, j'ai peur que ça brouille un peu le phénomène d'acceptation. Donc, je préfère quand même enlever les accompagnatrices. C'est facile, hein. Alors, si vous recevez la reine, qu'elle a fait un peu de voyage, bah, vous faites ça dans la voiture. Parce que les premières fois que je faisais ça, j'ouvrais dans le rucher, puis tu avais la reine qui s'envolait, et puis là, tu as l'air con, hein. Et merde, 30 balles de perdu. Donc, je fais ça. Après, j'ai fait ça dans la voiture. Maintenant, je ne le fais plus parce que bah, je ne reçois pas de reines. C'est les miennes. Donc, souvent, elles sont récoltées puis elles sont insérées quasi dans la foulée. Donc, ça va quand même vite. Donc, on ouvre la cagette. Vous essayez de prendre la reine dans vos doigts et puis de chasser les abeilles. Puis vous remettez la reine. Il faut vraiment. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de chasser les abeilles et de laisser la reine dedans. Parce que si vous faites ça, c'est sûr et certain que vous allez l'abîmer. Vous allez vouloir hop, la fermer vite parce que vous la voyez sortir. Là, c'est sûr et certain, elle finit avec la tête coupée ou l'abdomen coupé. Donc, c'est 30 balles de perdu. Je vous le dis, c'est à chaque fois 30 balles de perdu, hein. Voilà. Et puis, après l'insertion, c'est facile. Moi, j'ouvre les ruches. Alors, souvent, je fais 30 essaims, hein. 30 essaims, j'ouvre tous les toits. Tous les couvre-cadres, j'enlève tout, je laisse les abeilles dehors, je mets un petit coup de fumée juste pour les faire un peu descendre, puis après je prends toutes les cagettes et je les pose sur la tête des cadres. Et puis après je regarde la réaction des abeilles. Je n'ai pas encore enlevé la petite opercule qui est au bout, donc je fais ça, je mets toutes les cages et puis j'attends. Et puis après je vois rapidement la réaction des abeilles. Si vous voyez qu'elles font tout de suite une grappe sur la boîte à reines, vous pouvez vous dire à 100% c'est sûr. Là, toutes celles qui sont comme ça, j'enlève l'opercule. Je lisse la boîte à reines à champ entre 2 cadres de couvain. Pas la tête en bas, mais à champ. Parce que ça diffuse quand même un peu mieux des phéromones. Et puis par contre, si j'en vois une où elle se désintéresse de la reine, bah là, je ne vais pas enlever l'opercule. Je vais la laisser. Je vais mettre la cagette entre 2 cadres. Et puis, je vais refermer. Et sur le toit, je vais bien marquer que la reine n'est pas libérée. Parce que si vous faites ça, comme moi, j'en fais des fois 150 dans un week-end. Donc, tu ne te rappelleras plus laquelle c'est, hein. Donc, je note dessus que la cagette n'est pas ouverte. Et puis, 2 jours après, je reviens. Et là, j'enlève l'opercule. L'odeur de la reine, elle s'est diffusée. Et donc, c'est quand même plus facile à insérer. Après, il y a une autre technique qui existe qui s'appelle la libération sur couvain ouvert. Donc, c'est une petite cage en plastique, Nico, là, vous avez déjà vu, avec un petit insert. Je dois en avoir. Non, c'est pas Scalvini. Scalvini, c'est de l'encagement. Non, c'est pas du tout le même genre. C'est une cagette de libération. Voilà, tu piques dans du couvain ouvert. Donc, tu regardes, tu observes tous tes cadres de couvain et puis tu essaies de trouver un cadre de couvain où c'est naissant, où tu vois les abeilles en train de sortir. Et là, tu piques la cagette dedans, tu enlèves le bouchon, tu mets ta reine à l'intérieur et puis tu refermes. Et là, vraiment, c'est pour des abeilles un peu difficiles, quoi. Quand vous avez un peu des abeilles hybridées ou un peu noires, on sait qu'elles sont plus difficiles à accepter une reine. Donc, c'est une bonne technique pour le faire. Je ne vais pas vous cacher que je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne peux pas vous donner de conseils. Moi, si je reçois une reine de valeur, quand je reçois des reines inséminées
à 500-600 balles, nous, on fait des paquets d'abeilles. On fait des paquets d'abeilles parce que comme il n'y a pas de couvain, que mes abeilles elles sont plutôt cool, j'ai la certitude qu'elle est acceptée. Pour l'instant, j'ai jamais perdu une reine... Attends, vite du bois. J'ai jamais perdu une reine inséminée pour l'instant en faisant cette technique. Bon après, vous savez bien, j'ai les reines chez Guillaume et Wendy, des ruchettes Wendy. J'ai l'avantage, quand je vais là-bas, je vais chez Wendy, on fait le tour du rucher avec Guillaume et puis je repars carrément avec les inséminés dans des ruchettes, avec les cadres de couvain et tout. Donc ça j'ai pas l'histoire de l'insertion de la cellule. Mais bon, j'achète pas des reines que chez eux, j'en ai d'ailleurs. Et toutes les autres, par contre, je fais toujours la même technique, toujours le paquet d'abeilles. C'est vraiment facile. Vous savez, vous le laissez pleurer, le paquet d'abeilles. Vous le mettez dans le sous-sol, vous mettez un pain de candy sur le grillage, puis vous le laissez toute une nuit, même une journée encore après. Puis quand vous entendez qu'elles pleurent bien parce qu'elles n'ont pas de reine, là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je crois qu'on mettrait une fondatrice de frelons asiatiques, elle la prendrait. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et bon, du coup, nous, on fait ainsi, quoi. Le paquet d'abeilles, si vous ne savez pas trop faire des seins, que vous avez peur de vous faire manger les reines, c'est vraiment une bonne technique. Voilà. Bon, aujourd'hui, on ne va pas trop parler de trucs. On a tous beaucoup de travail. Je pense que ça, c'est les travaux que vous aurez à faire maintenant. Je ne vais pas vous faire l'histoire du comment récolter du miel. On n'est pas on est des amateurs, mais vous êtes des amateurs quand même avec une certaine confirmation. Donc vous savez comment récolter du miel. Je ne vais pas vous dire comment vous devez faire. Ça, vous savez bien que ce n'est pas mon genre. Donc on se concentre sur les travaux qui, selon moi, permettent de continuer à développer son cheptel et puis continuer à améliorer la qualité de ses abeilles. Et puis c'est tout. Ça, pour moi, ça c'est les travaux que vous allez avoir à faire. Un peu d'élevage de rennes si vous avez envie, mais ça on peut en parler après, comment vous voulez faire. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que pour ce mois-ci, parler de ce qu'on vient de parler, c'est bien. Et puis ça va vous permettre, comme je disais, d'égorger la ruche en faisant un paquet d'abeilles. Ça va vraiment vous permettre d'attendre la mielée d'après en toute sérénité. De toute façon, vous n'enlèverez pas assez d'abeilles pour qu'elles ne soient pas aptes à récolter s'il y a de l'acacia. Mais par contre, vous l'empêcherez d'essaimer. Parce que je vous dis, les ruches, elles sont sur 3 hausses, vous allez les remettre sur une seule. Donc vous imaginez, les deux hausses d'abeilles remplies, ça fait vite 1 kilo d'abeilles. Ce kilo d'abeilles-là, si vous le remettez dans la ruche, en un rien de temps, ce sera de nouveau en fièvre d'essaimage. Donc c'est pas intéressant. Le paquet d'abeilles, il vous aide à tout faire, quoi, facilement. Voilà. On va peut-être passer aux questions, du coup. Donc, on passe aux questions, du coup. Ouais, donc quand je vais venir chercher les 2 reines, oui. J'ai 2 ruchettes. Je fais mon paquet d'abeilles 24 heures avant ou... Ouais, tu peux le faire. Là, c'est mardi, donc tu vois, tu fais le paquet d'abeilles demain, par exemple. Ouais. Ça, c'est bien. Comme ça, tu les laisses pleurer toute la journée de lundi, dans la cave ou dans un endroit frais. Comme je disais, tu mets un grillage dessus pour pas qu'elles s'étouffent. Et puis, je te passerai des grilles si tu veux même. Ouais. Et puis, tu les laisses tranquilles avec un pain de candy. Elles vont pleurer toute une journée. Puis, le mardi, tu mets les reins. Puis ça va. Okay. Ouais. Moi, des fois, je les oublie, les abeilles. Je vous jure, c'est arrivé déjà. Je fais des paquets d'abeilles, puis j'en mets partout. Avant, on n'avait pas le local ici, on avait le local derrière, et puis j'en mettais dans la cave à la maison. Donc des fois, je faisais 5-6 paquets d'abeilles, et puis je faisais les qui est l'air, et puis je disais, c'est marrant, il manque un paquet d'abeilles. Et puis le lendemain ou le surlendemain, je trouvais le paquet d'abeilles qui était dans le sous-sol. Tu sais, ça leur fait rien aux abeilles. Tant que tu leur donnes du candy, c'est pas bien, on va pas dire, mais c'est pas grave non plus en soi, quoi. Ouais, tant que tu leur donnes à manger, bon, elles chialent. Je te dis qu'après, quand tu ouvres la porte du sous-sol d'en haut, tu les entends pleurer d'en bas. Et c'est tout. Christian, tu voulais savoir quoi, mon petit poulet? Alors, quand tu fais tes paquets d'abeilles, est-ce que ça t'arrive de mélanger des abeilles de plusieurs ruches sans avoir recours à la tambouille, pastis et compagnie là? Moi, je mélange tout. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, nous, on va récolter 30 ruches. Je vais poser les chasses abeilles, le lendemain je vais venir récolter, puis j'utilise un toit, le toit d'une des ruches, je tape la hausse dedans, je prends la hausse, le toit, hop, je le verse dans la ruchette, je passe à celle d'à côté, puis je fais tout comme ça. Alors ça s'envole un peu, mais je m'en fous, celle qui vole, c'est pas celle qui m'intéresse forcément. Et puis je les mets tous dans la même caisse. Et ça bastonne pas? Tu sais, elles n'ont rien à se battre, il n'y a rien.
Elles sont en stress en plus, pas possible, parce qu'elles viennent de se faire secouer. Non, ça bastonne pas. Non. Je ne retrouve pas d'abeilles mortes si c'est ta question. Oui. Non, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de couvain, il n'y a rien à défendre. Elles ont pas. Puis du pastis, hein. On va pas Autre gâcher, chose. quoi. On va pas gâcher, quoi. Alexis, vas-y. Rien de bien compliqué. Donc tu fais ton paquet d'abeilles. Tu fais ton paquet d'abeilles. Tu la laisses pleurer. Tu vas mettre ta reine, qui n'est pas fécondée. Si, c'est une reine fécondée. Ah, c'est à Mais chaque enfin, fois tu des peux- reines fécondées. C'est soit une reine fécondée, soit des cellules. Tu peux aussi faire avec des reines vierges. En fait, il n'y a pas de règle. Parce que là, du coup, si tu prends une reine vierge Oui. que tu récupères, ça peut être un gars qui. Moi, je t'en qui a pas donne les des reines moyens. vierges si tu Là, veux. Mais après, elles vont faire des bourdons pour qu'elles se fécondent ou elles se fécondent toutes seules. Elle Ah, sera toutes seules, fécondée. non, mais, Elle sera fécondée dehors par les dehors bourdons par les des bourdons autruches, et elle quoi. reviendra dans sa ruche. Du Ah coup. oui, oui. Ok. C'est pour ça qu'il faut. Là, je l'ai fait avec une cellule royale, mais tu peux faire la même chose avec une reine vierge. C'est pareil, c'est le même principe. La seule différence, c'est que quand tu fais un paquet d'abeilles pour mettre une reine fécondée ou pour mettre une cellule, la période où elle va pleurer, c'est soit elle va pleurer dans la boîte avec la cellule royale, le temps qu'elle naisse, soit elle va pleurer dans la cave sans la reine. Et en fait, la reine, tu la mets après. Oui, ça j'ai bien compris. Voilà, Mais tu c'est vois, juste pour être Tu sûr fais que ton paquet d'abeilles, ensuite tu vas au rucher, tu secoues ton paquet d'abeilles dans ta ruchette et tu pends ta reine au milieu. Si tu mets une reine vierge, il vaut mieux la mettre avant, en même temps que tu fais le paquet d'abeilles. Nous, en fait, on mouille les abeilles pour pas qu'elles s'envolent après. Et puis on prend un gobelet d'abeilles, on jette la reine vierge dans la boîte, et puis on met le paquet d'abeilles par-dessus, on referme, et puis on les met ici à pleurer. D'accord. Et après, elle va se faire féconder. Elle Oui, reviendra dans 5 son- jours. cinq- Après, quand tu l'ouvriras 5 jours plus tard, elle fera son vol de fécondation. Elle reviendra dans la boîte qui est censée être sa la ruche. scène, ouais. Et puis voilà, même s'il n'y a pas de couvain, c'est pas grave parce que le fait de les laisser dedans, ça leur permet de s'approprier la reine. la reine et la boîte. Et la boîte. Ouais. Ouais, parce que ça va être ça va être chez C'est- eux. Voilà. Voilà, donc, La seule différence, c'est que si tu fais un paquet d'abeilles pour mettre une reine fécondée, on va dire qu'au bout de 24 heures, tu peux mettre la reine, que là, il faut les laisser 3 jours. 3 jours enfermées ici, le temps qu'elles bâtissent les cires et puis qu'elles s'approprient la nucléie à elles, quoi. Alors, si tu faisais dans une ruchette, tu ferais pareil. Mais on va dire qu'après, ça fait des gros volumes quand même, hein. Il faudra que tu mettes beaucoup d'abeilles. Pour faire des paquets d'abeilles avec des cellules royales ou C'est des ça. reines vierges, c'est mieux dans des petites, à la limite une mini plus, mais guère plus gros, quoi. D'accord. Parce que ça permet de les confiner un peu C'est ça, c'est et ça. de les garder C'est ensemble. ça, c'est ça. Et une fois que ça c'est fait, tu vas les laisser combien de temps dans ta mini ruchette là pour après les mettre dans une. Je les mets jamais. En fait, ces nucléies-là, elles servent pas à faire des ruches. Ça fait pas une ruche, ça fait juste des reines. Ah, ça fait juste les reines. C'est juste pour faire des reines. Nous, on en a 400 comme ça, mais elles servent juste à faire des reines. Je mets la cellule dedans. 21 jours plus tard, je reviens, je récolte la reine qui est dedans, je remets une cellule et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Et puis elles font 4 reines par an à peu près. À la fin de la saison, on laisse le couvain naître, sans reine. On récolte la reine, on laisse le couvain naître. Quand le couvain il est né, on secoue les abeilles dans le rucher et puis on ramène les ruchettes et on les rentre ici, c'est tout. D'accord. C'est juste pour faire des reines. Juste pour faire des reines. Oui, oui, oui. Tu sais, si tu fais ça dans un rucher où il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de problème. D'accord, ça retourne directement chez les. Elles sont pas bêtes, elles restent pas par terre à mourir, hein. Ok. Elles trouvent une autruche pour les accueillir, quoi. Est-ce que moi, là, quand tu dis que tu enlèves la pression en faisant des paquets d'abeilles avec les abeilles qui sont dans les hausses, c'est ça? Oui. Mais en fait, moi, quand je regarde dans mes ruches, je regarde mes cadres, là, parce que forcément, je regarde s'il n'y a pas de cellules, tout ça. Je trouve que j'ai des cadres qui ne sont pas forcément très beaux. Ça me donne envie de les remplacer parce qu'il y a plein de pollen ou des choses comme ça. Du coup, à cette période-là, on ne fait plus ça, quoi. Si, tu peux faire des essaims. Mais si tu veux dire que tu récupères. Moi, je te préconise de faire des paquets d'abeilles parce que si tu veux, ça t'évite de prendre des cadres de couvain qui, eux, vont servir pour la récolte d'après.
Non, mais enfin, Les pas vieux forcément cadres, tu vas dire. Ouais, mais je sais pas, enfin, sur l'ensemble de mes 10 cadres, là, t'en Tu as as 7 cadres de couvain, t'en as puis le reste. quelques-uns qui sont un peu sur les trucs qui sont pas très, enfin, les extrémités qui sont pas très beaux, t'as envie de les enlever, d'en remettre, enfin, de redécaler, d'en remettre au Oui, milieu. tu peux. Mais à cette période-là, tu le fais plus. Si. Bah, si, moi je fais des essaims tout le temps, mais ce qu'il y a, c'est que dans la démarche de ce que tu vas faire, c'est des cadres que tu aurais déjà dû enlever en fait. Bah ouais, pourtant j'en ai enlevé pas mal, mais ouais, après, je sais pas, j'ai l'impression que des fois elles ont rempli. Enfin, ou alors, moi, c'est leur architecture qui doit pas me plaire, mais. Ouais, Voilà. bah, c'est une architecture d'abeilles, pas Non, pas mais, d'Alexis, donc c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, moi, j'ai une ruche, là, je sais pas, c'est une ruche rebelle. À chaque fois que j'ai mis des reines, j'ai mis des cellules, elle me les tue à chaque fois, quoi. Ouais. Du coup, celle-ci, tu fais comment, là, si Bah, tu tombes sur là, une là, rebelle comme ça, là, le paquet d'abeilles, c'est la bonne solution. c'est-à-dire que je tape tout, j'enlève tout et je refais un. Voilà, tu enlèves tous les cadres de couvain. C'est sûr, hein, Non, ça il n'y a plus fait. de couvain parce qu'en fait, elle est sortie d'hiver, la reine était morte, quoi. Ah ouais, ouais. Et du coup, j'ai pris des cadres, j'ai mis des cadres dedans pour qu'elle fasse des cellules, mais même ça, elles ont fini par tuer la. Enfin, je me retrouve toujours, j'ai toujours pas de reine dans cette. Bah, là, je te dirais que tu peux plus rien faire. Ouais, c'est ça. Tu peux plus rien faire parce qu'en fait, tes abeilles, elles sont beaucoup trop vieilles dans ta ruche et c'est pour ça qu'elles refusent d'élever. C'est parce que, tu sais, c'est les glandes pharyngiennes qui permettent de sécréter la gelée royale. Si les abeilles, elles ont déjà tout l'hiver, et même si tu as remis des abeilles dedans, ça ne suffit pas pour redémarrer une colonie, quoi. Soit tu la secoues loin du rucher, genre tu te mets à 40 mètres et puis tu secoues tout par terre, tu refais un essaim à l'intérieur et là, il n'y aura que les butineuses qui ne sont pas trop vieilles qui vont réussir à revenir dans la ruche, puis en remettant 2 cadres de couvain, bah, ça va redémarrer une colonie. Soit, si tu ne remets pas de cadre de couvain, tu secoues tout et puis tu laisses les abeilles qui vont être aptes à voler se répartir dans les autres. Et remettre, par exemple, là, j'ai récupéré des essaims, remettre un deuxième essaim au-dessus, ça passera pas. Bah si tu as récupéré un essaim, ça va réunir la colonie, quoi. Mais le seul truc, c'est qu'il faut espérer qu'elle ne vienne pas buter la reine qui est dedans. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. il vaut mieux mettre l'essaim à la place, tout secouer à 40 mètres, et puis laisser les abeilles qui sont aptes à voler à revenir jusqu'à la ruche, et puis c'est tout. Mais c'est très risqué d'essayer de mettre un essaim dans ce type de ruche, même si tu n'as pas trop d'abeilles. Parce que le peu d'abeilles qu'il y a, c'est des abeilles agressives. Comme tu dis, elles ne veulent pas élever. Quand on met une à la bouffe, donc c'est les vieilles abeilles, elles ne vont pas accepter une nouvelle reine. Elles risquent de chercher la reine qui est dedans et de la manger, quoi. Ok, donc je ferai comme ça. Ça marche. Des fois, c'est foutu d'avance, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que sur le nombre de ruches que tu as, il y en a toujours, c'est foutu d'avance, quoi. Non, Et il faut accepter que parfois, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Et la seule réponse, c'est de secouer. D'accord, non, mais voilà, j'ai fait mes essais, j'ai vu, mais voilà. Ouais, c'est Et chiant. après, j'avais une autre question là. Toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, t'achètes des reines en fait. Ah bah oui, je suis obligé, des inséminés, oui. Hein. Ouais, mais enfin, c'est toujours pareil, je n'arrive pas à comprendre. Au bout d'un moment, si toi, tu as 400 ruches et que tu arrives à faire des ruches qui ont une certaine sélection et elles sont douces, elles sont peu essaimeuses et autres, pourquoi aller chercher une autre génétique Je ne cherche pas d'autres génétiques. Je cherche plutôt à compléter ce que je vais faire. Parce que on veut avoir des lignées qui soient assez sûres. Et donc nous, on fait la sélection sur les mâles. On garde que les meilleurs pour faire les mâles. Mais on a toujours besoin de génétique de reines fixées. Si je greffais sur des F1, j'aurais des F2 avec toutes les caractéristiques qui reviendraient que je n'ai pas forcément besoin ou que je n'ai pas forcément envie. Donc le fait de garder l'achat d'inséminés, ça me permet de toujours avoir des abeilles qui ont toujours le même critère, plus ou moins. Ouais, mais j'arrive pas. Enfin, moi, ce qui bloque dans ma tête, c'est que j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir une insémination qui est meilleure qu'une sélection massale, en fait, arrive à un moment donné, quoi. Parce que dans la sélection massale, il y a toujours un pourcentage de non-sélection. Tous les mâles qui viennent féconder mes reines, tous ces mâles-là, ils ne sont pas issus de mes ruches. Il suffit qu'il y ait 4 apiculteurs autour qui s'occupent moins bien de leur colonie, et puis je vais me retrouver avec des mâles noirs ou des mâles hybridés ou avec des critères que je n'ai pas envie qui vont venir féconder mes reines. Alors en F1, tu ne verras pas forcément beaucoup parce qu'elles vont faire des ouvrières, elles auront la génétique de la mère, la génétique de leur grand-père, et donc tu ne verras pas trop cette dégénérescence. Mais en F2, F3, F4, tu as beaucoup de possibilités d'avoir ces gènes rémanents, tu vois. Et ça, on ne le veut pas. Mais c'est-à-dire qu'en sélection, en insémination, en fait, comment ils font pour sélectionner plus... Ils empêchent les mâles de sortir. Par exemple, nous, on pourra le faire. Tu prends des ruches qui sont très bonnes
où tous les critères ils correspondent à ce que tu recherches, tu mets des cadres à mâles pour pondre et puis tu empêches les mâles de sortir. Et Tu du vois? coup, ils peuvent faire la fécondation à l'intérieur, c'est ça que Non. tu dis ? Non. Mais ensuite, ils récupèrent les mâles qui sont enfermés dedans et puis ils récupèrent le sperme de ces mâles qui sont matures pour inséminer des reines qui sont sélectionnées elles aussi. Et donc la combinaison de ces deux génétiques, eh ben, elle fait que tu as des lignées plus assurées. D'accord. C'est l'assurance de ne pas avoir un raté dans une. Mais Bah- en fait, ça veut dire que tu gagnes une saison parce qu'au bout d'une saison, si tu Non, vas, si tu vas- tu si perds vas- pas. C'est Ouais, c'est ça, c'est tu pas perds que tu gagnes, tu perds pas. Ouais. Parce que c'est pas, il n'y a rien de. Le frère Adam ne faisait pas d'insémination et pourtant il arrivait à de la sélection, il arrivait à rajouter du sang. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une zone, il faudrait que j'aille en montagne. Pour trouver une zone de fécondation saturée ou une île, tu vois, une montagne avec que des culminants à 1000 mètres, je serais sûr de ne pas avoir des abeilles d'ailleurs qui viennent chez moi. Et du coup, je pourrais faire de la fécondation dirigée, vraiment dirigée. Mais là, nous, ce qu'on fait, c'est de la fécondation saturée. La fécondation saturée, elle ne t'assure pas que 100% des mâles qu'il y a sur la zone, ça soit mes mâles. Ouais. Parce que je ne peux pas empêcher quelqu'un qui a des ruches d'avoir des ruches s'il est sur ma zone. Tu comprends? Non, non, mais je Même comprends, si tu donnes des reines. Mais enfin, après, voilà, dans l'idée, c'est si tu fais de la sélection, de la sélection massale et que tu essaies de faire une F1 avec, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte, tu risques d'avoir une année où finalement elle n'est pas bonne et tu peux la buter, ça refait un peu la même chose. C'est-à-dire que tu seras sur la deuxième année, tu sais si Mais non, si elle était bonne ou pas. l'avantage de l'abeille, c'est que tu peux faire 3 reines dans la même saison sur une mère. Ouais. Je fais une reine aujourd'hui, la reine, son critère il correspond, le couvain il est bien rangé, elle fait du miel, elle est douce, bah, je peux regreffer dessus pour savoir tout de suite si ces filles elles seront bonnes. Tu es d'accord? D'accord. Ça on peut le faire, on peut faire 2-3 générations dans la même année. Et donc on peut partir d'une F0 et puis arriver à une F3 en fin d'année. C'est possible ça. Et puis ensuite de garder ces F3 en fin de saison et puis de regarder ce qui va bien. Mais ce qu'il y a, c'est que combien il y aurait de reines? Là, aujourd'hui, je peux te donner un chiffre. Le chiffre, c'est que 73% des reines qu'on fait, elles ont les caractéristiques que je recherchais à la base. Tu vois? J'ai la mère, j'ai les mâles, je croise les deux, j'ai 73% des reines qui sortent, qui ont les critères de ces deux reines-là. D'accord. Bon, j'ai encore 27% de déchets, de reines qui ne correspondent pas, qui ont rapidement une dégénérescence, qui vont devenir bourdonneuses. Ça, c'est les chiffres. Si je faisais de la fécondation dirigée avec des reines de chez moi, en greffant sur des F1, quel serait ce pourcentage-là? Et combien il faudrait greffer de reines pour avoir les mêmes résultats que j'ai aujourd'hui avec des F0? C'est ça qu'il faudrait savoir. Parce que, est-ce que les caractéristiques, tu peux les fixer véritablement? Et combien de générations? Ouais. Ça, c'est une vraie question. Non, mais C'est une vraie question et pourquoi pas essayer de faire des ruchers de saturation à plusieurs apiculteurs? C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que quelqu'un de tout seul, il ne peut pas faire ce travail, c'est inhumain. Si tu voyais déjà le travail que c'est de faire juste la sélection des mâles que j'ai aujourd'hui. Moi, je fais la sélection des lignées de mâles. Je ne fais pas la sélection des lignées de reines, puisque j'achète des insèmes. Mais rien que le travail de sélection pour ces lignées de mâles, c'est un truc de fou. Toutes les ruches, elles sont notées en permanence. Et ensuite, on réduit le champ à tout ce qui est bon. Et ensuite, on réduit le champ après avoir fait de la perforation. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des cellules vierges, mais qui vont avoir leur mâle à eux dans leur rucher. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Il vaut mieux acheter des reines fécondées. Bah oui, oui. Ça dépend où tu es. Si par exemple, tu es proche d'ici. Les chances de gratter, Non, mais un mâle à il toi. n'y a pas de grattage. Non. Je veux dire, c'est le jeu. C'est le jeu. Moi, j'accepte ce jeu-là. J'accepte de faire des mâles qui servent aux autres. C'est pas un problème pour moi. Tant que les mâles, ils servent aussi à moi. C'est pas un problème qu'ils servent aux autres. À la limite, ça fait avancer tout le monde. C'est pas moi que ça dérange. Et puis, au moins, le travail que je fais, il sert vraiment. Mais c'est sûr que se mettre à plusieurs et avoir une banque de ruches plus importante pour pouvoir faire de la sélection plus drastique. Et puis, sélectionner des lignées de reines sur lesquelles tu pourrais greffer. Ce serait un travail intéressant, mais qui veut le faire aujourd'hui? Moi, il n'y a aucun apiculteur professionnel autour d'ici qui serait envieux de faire ce travail. Ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est faire du miel. La sélection aujourd'hui, c'est qui? Combien il y a de sélectionneurs en France qui font ce travail? Il n'y en a pas. Il y en a trop peu. Et pourtant, c'est un travail important de pouvoir garder des abeilles qui vont être performantes. C'est con à dire, c'est un mot qui est sale, mais
C'est le but. Si tu veux qu'une abeille, elle soit utilisée, il faut qu'elle puisse servir. Si elle ne peut pas être utilisée, les gens qui veulent garder des abeilles noires, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ils ne font pas de sélection. Cette abeille, si commercialement, elle ne peut pas rien faire, elle ne sert à rien. À part à garder un patrimoine génétique, mais c'est tout. Garder toutes les abeilles pour garder des abeilles, je ne vois pas l'intérêt, moi, personnellement. Non, ok. Je donne le micro. Ouais, je reviens à la question des cellules royales. Ce que tu insères, c'est des cellules de 3 jours ou Non, à la veille, bah, moi, je fais- de l'éclosion? Je fais plusieurs choses. Avec les cellules royales, on va faire soit des cellules de 3 jours, soit des cellules à 10 jours. Mais on ne peut pas entre deux, hein, vous savez. Hein, à partir du 7e jour, il ne faut plus toucher les cellules jusqu'au 10e jour parce que la reine, elle est pendue par un petit fil de soie et si vous la bougez, elle casse et elle meurt. Mais des cellules de 3 jours, ça marche bien. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu fais des cellules de 3 jours, ça va être plutôt sur des essaims. Parce que tu sais, le cycle, il est long après. Hein. Ça veut dire que c'est 1 mois, en gros, pour réussir à avoir une reine fécondée. Alors que quand tu mets une cellule de 10 jours, ça paraît rien, 7 jours, hein, mais c'est une semaine de moins quand même. Donc, les deux sont possibles. Moi, je fais les deux. Les deux, ça marche aussi bien. Ce qui est plus chiant, c'est de transporter les cellules de 3 jours. Ça, c'est toujours casse-couille, quoi. Donc, c'est pour ça que des cellules de 10 jours, c'est quand même plus simple. Donc on a parlé des paquets d'abeilles. Je sais pas, je pose la question, savoir s'il faut mettre de l'eau. Ouais, tu peux. Avec le sucre, on met de l'eau pour qu'elles. Ah bah non, mais elles ont besoin d'eau. Ouais, mais si tu mets du sirop 50-50, ça veut dire qu'il y a 50% d'eau. Donc, tu sais bien, elles vont déshydrater et puis cette eau, elles vont le retrouver facilement. Quand tu fais un paquet d'abeilles et que tu le laisses un peu enfermé, moi je mets du candy et tu vois, il n'y a pas d'eau dans le candy quasiment, ça n'empêche pas les abeilles de se sentir bien. Par contre, ce que vous pouvez faire, quand vous stockez le paquet d'abeilles, si c'est un peu chaud, tu peux soit les arroser, soit moi je prends des éponges scotch, là, vous savez, les éponges en mousse, là, je la mouille à mort et puis je la mets dessus, puis le candy à côté, et comme ça leur permet de venir boire, quoi. Si tu laisses 2-3 jours, c'est pas mal de faire ça. Après, les abeilles, elles sont mouillées quand on fait le paquet d'abeilles aussi. Donc tu sais, quand tu fais le paquet d'abeilles, que tu les mets ensuite dans la ruchette ou dans la ruche, elles sont toutes trempées, elles vont se sécher et cette eau-là, elles vont la réutiliser aussi. Pas d'autres questions? De tout, hein, vous pouvez parler de n'importe quoi. Hein. Ce qu'on bouffe à midi. Oui, je voulais avoir une précision sur le paquet d'abeilles que tu fais avec le chasse-abeilles. Oui. Donc on est d'accord que tu récupères les abeilles qui ne sont pas rentrées dans la ruche ou j'ai loupé une Oui, étape. bah en fait, non, c'est exactement ça. C'est comme tu mets une hausse vide, ça fait un sas, tu sais bien. Ouais. Normalement, le chasse-abeilles, on peut le mettre soit sur la ruche en fin de saison, soit tu mets toujours une hausse vide sous la ruche, sous les hausses, parce que ça commence à faire des étages. Souvent, il y a trop d'abeilles. Moi, ça m'est arrivé au début de ne pas avoir assez de hausse et de mettre le chasse-abeilles directement sur la ruche. Bah, tu viens le matin, tu as 2 kilos d'abeilles devant la porte. Hein. Donc, mettre une hausse vide, ça permet de, j'ai même des copains qui ont fait des hausses spécifiques. Ils ont pris des vieux cadres de hausses, ils ont cloué du grillage dessus. Et puis les hausses, les cadres, ils sont cloués aussi. Et ils mettent la hausse dessous. Et puis les abeilles, elles vont descendre, elles s'agrippent vachement bien au grillage. Puis le lendemain, quand tu viens pour les secouer, c'est plus facile. Puis tu risques pas de casser des cadres de cire, quoi. Parce qu'on les tape quand même. Hein, tu sais, tu tapes un bon coup sec pour que ça descende. Donc ça, ouais, c'est quand même fragile les cadres, on sait bien, la cire. Donc mais c'est une bonne technique. Ça peut paraître un peu barbare, hein, mais est-ce que c'est pire que de devoir appeler un désinsectiseur parce que l'essaim il est dans la cheminée? Je ne suis pas sûr. Hein. Vous savez, parce que c'est ça en fait le risque, hein, c'est l'essaimage. Donc si tu ne fais pas soit faire des essaims, soit faire des paquets d'abeilles, bah, ça évite quand même l'essaimage. On voit bien, ça descend la pression dans la ruche. Alors enlever du couvain à cette période-là, moi je trouve que c'est un peu dommage parce que on va en avoir besoin rapidement pour la prochaine récolte. Donc si tu ne les enlèves pas, le couvain fermé, il va naître, il va faire de nouveau des butineuses 20 jours plus tard, et c'est ces butineuses-là qui nous feront notre prochaine récolte. Donc tu enlèves les butineuses d'aujourd'hui et puis les ouvrières
qui elles, au final, leur travail, il est terminé, puisque la mielée de printemps, elle est finie. Et puis, mais tu abaisses pas la population pour futur. Ça, c'est pas mal, le paquet d'abeilles, tu vois. Ça... Et puis, vraiment, quand on enlève 1 kilo, tu sais, souvent, l'essaimage, c'est vraiment, des fois, c'est un rien. Hein. Mais par contre, quand l'essaimage il va avoir lieu, c'est la moitié de la ruche qui s'en va. Le paquet d'abeilles, t'enlèves 1 kilo, ça baisse complètement la pression. Et puis, t'as plus ce kilo d'abeilles en trop, quoi. Bon, moi, j'aime bien. Franchement, c'est une bonne technique. Qui coûte rien en plus. Hein. Ces abeilles-là, de toute façon, comme je disais, hein, elles n'ont plus de boulot. Hein. S'il n'y a pas de mielée, il n'y a plus de boulot pour ces abeilles-là. Ok, merci. Pour les essaims, là, vu que j'ai deux reines bleues, Oui. là, je les divise à partir de quand? Tu l'as pas fait encore? Non. Elles n'ont pas fait de cellules? J'en ai une pas du tout, et une, ouais, j'arrête pas. En fait, les diviser, c'est si tu veux faire des essaims, tu sais bien. Si une colonie, elle est là, elle ne fait pas de cellules ou tu interviens toujours à temps pour les détruire, tu n'as pas d'obligation de faire des essaims. Tu peux en faire si tu veux continuer. Les essaims, tu les fais tout le temps en fait. Il n'y a pas de règle de dire je fais un essaim aujourd'hui ou j'en fais un hier. L'essaim, tu le fais n'importe quand. Tu le fais quand tu estimes que... Alors soit parce que tu as commandé des cellules et que tu vas tomber au moment où les cellules elles arrivent, ou les reines, et c'est à ce moment-là que tu vas faire tes essaims, Ouais, soit c'est parce que c'est trop gonflé, et puis tu te ferais bien un petit essaim de plus, tu vois. Mais il n'y a pas de règle en fait. Il y a des gens qui font jamais d'essaim, qui viennent, ils cassent les cellules toutes les semaines, et puis ils dégonflent jamais la ruche, parce qu'ils veulent que ça récolte. Plus tu as d'abeilles, plus tu as de récolte, ça paraît logique. Hein. Enfin, c'est plus ou moins ça, hein. On est d'accord. Donc moi je te dirais, il n'y a pas de règle, tu fais comme tu veux. Et c'est pas parce qu'elles sont bleues ou blanches ou rouges. Moi j'ai des reines vertes sur lesquelles j'ai pas fait d'essaim. Parce que moi, c'est des reines sur lesquelles je greffe. Donc je veux être sûr qu'elles ne fassent pas de cellules. Donc je les laisse aller jusqu'au débordement, quoi. Tellement que quand tu ouvres, ça fait... Comme on disait tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas grave, je les laisse comme ça. Moi ça me plaît. Je veux voir si elles vont faire des cellules, si c'est toujours intéressant de greffer dessus. Là, j'ai une B114, c'est une reine verte, et ouais, elle est incroyable, elle a 3 hausses, elle n'a jamais fait une cellule. Je ne mets pas de grille à reine parce que je ne veux pas qu'elle ne monte même pas dans la hausse pour pondre. Ouais, c'est top, c'est bien rangé, je vous ferai des vidéos si vous voulez, vous verrez. C'est une super reine. Hein. Ouais, du coup, ma bleue qui a pas de cellules, rien du tout, celle-là, je la garde, je la laisse comme ça, quoi. Je n'y touche pas, quoi. Si elle ne fait pas de cellules, il n'y a pas de raison. Tu peux en faire pour toi, pour te faire un nouvel essaim, mais disons que c'est ta banque, quoi. Tu vois, elle est là, elle ne fait rien. Le jour où tu as envie de faire un essaim, tu peux lui prendre 2 cadres et puis elle continuera à récolter. Et puis tant qu'elle est là, qu'elle ne fait pas de cellules, elle ne t'embête pas au final. Tu es d'accord? Ouais. Elle est là, il n'y a presque pas besoin de la surveiller. Nous, tu sais, les colonies, on les ouvre pas tout le temps. Je vais venir au printemps, je vais ouvrir 3 fois d'affilée. Une première fois, je viens, il n'y a pas de cellules, je note dessus pas de cellules. Enfin, je note pas s'il n'y a pas de cellules, je note s'il y en a. Je viens, une première fois, il n'y a pas de cellules, une deuxième fois, il n'y a pas de cellules, une troisième fois, il n'y a pas de cellules. Si je vois sur le toit qu'il n'y a rien de marqué et qu'elle a 2 hausses, je ne l'ouvre plus. Pourquoi faire? Elle n'a pas fait de cellules avant, elle n'en fera pas maintenant. Hein. Tu gagnes du temps. Non, mais c'est vrai. Pourquoi te prendre la tête à ouvrir une ruche, enlever tous les cadres, quand elle a 2 hausses, 3 hausses? Oui, moi je suis un peu fainéant sur les bords. Hein. Puis bon, c'est pas comme si j'en avais avec 2-3. Les copains, plus de questions? Bon, c'était bien en fait. Non, il y a encore une semaine, je pense. Après, ça dépend ce que tu considères comme printemps, mais si on regarde le calendrier, hein, le printemps, c'est jusqu'au 21 juin, donc on est encore dans le miel de printemps, jusqu'au 21 juin. Mais bon, on va dire que ce qu'on estime être du miel de printemps, c'est le colza, chez nous, les pommiers, tous les fruitiers, et puis l'aubépine. On va dire que voilà, normalement, la fin de l'aubépine, ça détermine la fin du miel de printemps. Si. La dernière fois, on disait qu'on mettait 2 hausses là sur tu peux mettre 2 hausses d'un coup, ou quand tu en remets une, tu la mets en dessous de la. Ouais, ça, faut pas faire ça sur le printemps. J'ai cru comprendre ça la dernière fois. Non, non, je fais ça parce sur qu'en le fait, j'ai revu des trucs qui disaient que ça pouvait cristalliser au niveau du. Ouais, sur le châtaignier, je vais le faire. Ouais.
ou sur le tilleul. Tu vois, par exemple, je viens au tilleul. Alors, on va parler du colza. Je le fais pas parce que tu donnes un appel d'air important. Les abeilles, c'est pas sûr qu'après elles passent d'en bas jusqu'en haut tout de suite. Tu vois. Quand on fait du miel de printemps où il y a beaucoup de colza qui cristallise vite, on met les hausses par le dessus. D'accord, moi alors j'avais raté une étape. Mais c'est vrai que j'avais dit que sur le châtaignier ou sur le tilleul, je faisais régulièrement Parce que des hausses. tu gagnais en temps de parcours, mais après, Bah. c'est ça. Après, moi j'ai vu des trucs, les mecs disaient qu'il fallait pas trop faire comme ça a cristallisé. C'est ça. Pour le printemps, oui, il ne faut pas le faire. Ok, ça marche. Mais pour le châtaignier et le tilleul, parce que des fois, tu viens. Alors, tu sais, on ne vient pas tous les jours au tilleul, tu viens une fois tous les 7-8 jours. Alors, des fois, tu mets 2 hausses d'un coup. Et puis, quand tu viens la fois d'après, tu as pris des hausses avec toi, puis les 2 hausses, elles sont déjà rate à pleine. Et puis, dans le corps, c'est blindé de miel. Donc, je ne vais pas remettre une 3e hausse par-dessus. Je préfère enlever les 2 hausses, mettre une hausse entre deux, et puis remettre les 2 hausses par-dessus. Et je me dis, bah, comme ça, elles gagnent du terrain. Le haut, elles vont me l'operculer rapidement. Le tilleul, ça ne fiche pas. Et donc, elles vont vite me refaire même encore une hausse. Et souvent, tu reviens, et la 3e hausse que tu as posée, elles ont vidé le corps pour remplir cette hausse-là, et puis tu te retrouves bien, quoi. Que si tu la mettais tout en haut, bah, les cadres, ils sont déjà boudinés comme ça. Mais c'est vrai que les abeilles, elles perdent du temps à faire le trajet quand même. Et bon, je dis pas que Non, mais c'est pour gagner un peu, quoi. Ouais, non, mais c'est Ah. l'optimisation totale. Voilà, c'est ça. Bah, le tilleul, c'est un miel qu'on aime bien, quoi. Enfin, moi, il m'en faut quand même, hein, parce que j'en mange pas mal, hein, l'année. Hein. C'est moche. Ouais, pour revenir sur le colza, j'ai vu chez Le Rouge, ils m'ont dit que les colzas cette année, ils étaient secs. Donc on pouvait justement mettre la 3e en place de la première. Pour eux, ils pensent que comme il est très sec, ça mais peut très- éviter qu'elle fasse tout le chemin, comme tu disais. Oui, oui. Alors, on va dire que sur une année normale, le colza, vous savez bien, on a toujours un coup de froid fin avril, où souvent la température, elle descend. Donc, quand on a mis trop de hausse, souvent les abeilles, elles chassent, elles repartent plus vers le bas pour réchauffer le couvain, puis tu te retrouves avec du miel qui fige. Cette année, on n'a pas eu ça. On a eu que des chaud, journées que du doux, belles. quoi. Ça descendait à 8 degrés la nuit, donc c'est pas très froid. Donc au final, elles n'ont pas chassé les hausses, elles sont toujours restées, donc on n'a pas de miel cristallisé, ou peu, il va y en avoir sur les rives un peu, mais tu en auras beaucoup moins que les autres années. Donc avec le colza, moi je ne jouerais pas, parce que c'est vraiment, tu vois par exemple des hausses 8 cadres, nous on les met en première position, on va mettre une 8 cadres, mais ensuite je vais mettre des 9 cadres, parce que l'écart il est plus grand entre les 8 et le 9. Et le fait de mettre une 9 au-dessus, bah même si elle le chasse un peu, la chaleur, elle reste quand même plus longtemps que dans une 8 où les rives, elles sont plus larges, quoi. Donc, c'est des petits trucs, ça, mais ça permet quand même d'avoir moins de miel figé. Hein. Alors, ça me saoule, moi, j'aime pas faire des 9 cadres, mais avec le colza, c'est quand même bien. Et j'ai des collègues qui gardent des hausses 9 cadres, qui font le printemps avec le hausse 9 cadres, parce qu'ils savent très bien que sinon, ça fige dans des 8, quoi. Donc, bon. Si tu as des abeilles populeuses, bah on a tous des buckfast, enfin je crois, donc c'est sûr que ces abeilles-là, ça fait des grosses colonies. Mais les abeilles noires, ça récolte bien, mais ça fait souvent des colonies un peu plus petites. Donc elles sont moins nombreuses pour chauffer tout. Si tu as 3 hausses, tu sais, ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. Ça fait un grand volume, quoi. Ça fait 2 fois et demi la ruche quand même. Hein. Et là, avec les cadres de corps, justement, on a des cadres de rive qui sont plein de colza, limite operculés. Ouais. Ceux-là, on en fait quoi? Parce que comme ils sont dans le corps, ils vont à un moment donné, ils vont être... Ouais, mais ça va. La on ruche leur elle est à laisse. 34 degrés, ça figera pas. Ça ou figera peu. pas. Et puis, t'inquiète pas, ce miel, c'est pareil, on voit beaucoup des cadres de pollen. Vous inquiétez pas, le pollen, elles vont l'utiliser, hein, elles vont le manger. Bientôt, il y en aura quand même moins. On va avoir une petite rupture là pendant 3 semaines où il y aura moins de pollen qui va rentrer. Les abeilles, elles vont le manger, le pollen qu'il y a sur les cadres. C'est pas grave. Hein. Même s'il est un peu mal rangé, si elles le mettent, c'est qu'elles vont l'utiliser, vous en faites pas. Et puis, les cadres de rive de miel, bah, c'est sûr que c'est un peu chiant parce qu'on a toujours peur que ça fige. Mais au final, elles vont le manger avant que c'est le temps de figer. Hein. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet. Puis le colza, bon, elle le mange quand même. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand il a vraiment figé, il fait des gros cristaux dans les cellules. Elles ont du mal à le manger. Mais quand il est dans le corps, ça reste un mec. Tu as vu, quand tu le mets en pot, ça fait cristalliser tout fin. Donc ça, elle le mange. Hein.
Au pire, elle découpe les alvéoles. Non, mais faut pas trop s'inquiéter, ça c'est rien. Et une petite dernière, pareil, j'ai une ruche, alors, issue d'un essaimage l'année dernière qu'on m'a donné. Elle est populeuse, plutôt noire, je dirais, on va dire qu'elle est hybride. Ouais, Et j'ai mis une hausse, parce que le corps est populeux, il est blindé de nourriture, elle ne monte pas dans la hausse. T'as mis J'aurais une grille à rennes? toutes les cires sont neuves, alors elles ne sont pas étirées. T'as mis une grille à rennes? Comment? Il y a une grille à rennes? Ouais, il y a une grille à rennes. Bah, essaie d'enlever la grille à rennes. Des fois, les abeilles noires, elles n'aiment pas bien. Il faut des grilles à rennes en métal, elles passent plus facilement à travers, mais les plastiques, elles n'aiment pas bien. Des fois, c'est ça. Hein. Ouais. Et des fois, moi, ça m'arrive d'enlever la grille à rennes. Tu sais, si ça miel fort comme maintenant, la reine, elle n'a même pas le temps de monter dans la hausse pour pondre. Les abeilles, elles montent en un rien de temps, c'est bâti, c'est tout rempli de nectar, surtout si c'est bouché. Mettre une grille à rennes, c'est bien, hein, mais des fois, quand même, il faut bien observer sa colonie. Et puis, tu sais le comportement de l'abeille, si elle monte ou si elle ne monte pas. Si tu viens qu'il y a 0 abeille et qu'en dessous, c'est blindé, c'est qu'elles ne veulent pas passer à travers la grille. T'ouvres, t'enlèves, mais ne serait-ce que 3-4 jours, des fois, ça suffit. T'enlèves, 3-4 jours, tu laisses les abeilles monter. Une fois qu'elles sont dedans, tu peux remettre la grille à rennes. Après, elles feront le passage. Mais des fois, elles ne veulent pas passer à travers la grille à rennes. Et moi, il y a encore beaucoup de ruches où j'enlève les grilles. Je sais que... Les grilles métal plus que plastique, ouais, je ne sais pas pourquoi, mais les grilles Nico, elles ont plus de mal à passer. Quand elles sont un peu hybridées, elles ont plus de mal à passer. Et nous, tu sais, comme dans la sélection, je vous donne un truc que moi je fais, que nous, je sais bien qu'on entend la noire c'est machin, la noire c'est truc. J'ai quelques ruches noires qui sont bien, qui sont vraiment bien, hein, douces, elles font du miel, elles font pas de cellules, et donc elles sont intégrées dans le protocole d'élevage. Donc c'est pour ça que je peux vous le dire, parce que j'ai des ruches noires ou des ruches hybrides qui ne sont pas des buckfast, mais qui correspondent à nos critères. Donc on les met on leur fait faire des mâles et puis elles sont intégrées dans le protocole de sélection. Et bien ces abeilles-là, nous on se rend compte qu'elles ont du mal à passer à travers la grille à rennes. Je ne dis pas qu'elles n'y passent pas, mais il va falloir une population plus développée que sur des ruches buckfast. De toute façon on voit bien la buck. Hein. Nous on a des colonies, il y a du miel qui est dans le corps, enfin dans la hausse, puis il n'y a quasiment rien dans le corps. Ça c'est directement enlevé de la sélection parce que c'est des abeilles qui valent rien ça. Hein. Ouais, les cires neuves, souvent. C'est pour ça qu'on fait un appel en mettant 2. Par exemple, si tu as une hausse complète, tu mets au moins 2 cadres bâtis au milieu, et puis ça fait quand même un appel pour les aider à monter, quoi. J'en aurai plus l'année prochaine, là il m'en manque, moi je débute. Oui, non, mais on a tous débuté, t'en fais pas, moi c'est pareil. Tu sais, j'ai encore des hausses neuves. Par exemple, il y a une petite technique que vous pouvez faire aussi. Là, le colza il va se terminer. Si vous ne voulez pas qu'elle mélange le colza avec l'acacia, il y a un truc simple, c'est que vous mettez des hausses neuves. Elles vont se servir du miel qui est dans le corps pour bâtir les hausses neuves, et puis vous n'aurez que du colza, que de l'acacia dans les hausses. Ça évite qu'ils cristallisent, ensuite que vous ayez un colza qui ne soit pas translucide. Comme ça, tu sélectionnes les fleurs, alors qu'on peut limiter l'apport de colza et puis favoriser l'acacia. Oui, bah déjà, ça ne fleurit pas ensemble. Si tu récoltes tout ton colza avant que l'acacia soit en fleurs, bah quand elles rempliront dans les hausses, il y aura toujours un peu de colza parce qu'il y en a dans le corps, qu'elles vont monter, mais il y en aura quand même moins. Et c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on met des hausses neuves, parce qu'elles vont se servir du nectar de colza qui reste dans le corps pour bâtir les cires neuves. Et puis bah, du coup, tu te retrouves avec du stockage qui sera du stockage d'acacia. Bon, ça, c'est un petit truc de vieux. Hein. Je ne suis pas vieux, hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est un vieux qui me l'a dit. Plus de questions? Allez-y, vous gênez pas. Hein. Sur les seins? Sur les essaims? Le dessin Dorothée, tu connais? Non. Donc tu as une belle colonie. Une belle ruche. Une belle ruche. Ouais, pardon, une belle ruche. Il faut que je m'habitue au... C'est ça, mais tu as raison. Je vais y arriver au bout d'un certain temps. Et comme tout à l'heure, là, il parlait, il y en avait une qui faisait des cellules royales et l'autre qui n'en fait pas. Donc tu dis, bon, celle qui en fait, c'est qu'elle a envie de se barrer, enfin, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, bah... Tu vas la diviser. Tu peux te faire une nouvelle colonie. Une nouvelle colonie à côté avec. Voilà. Donc tu prends 2 cadres de couvain, un cadre de miel. Un cadre de miel, et tu laisses une reine dedans. Non, tu mets pas. Tu peux même ne pas mettre de reine.
Hein, elle va Tu le prends- fabriquer elle-même? Bien sûr. Ok. Tu prends un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé. Ouais. Si tu as du couvain ouvert, tu as des œufs, des larves, Oui. elles vont être aptes à refaire une nouvelle reine. Soit tu en insères une ou alors tu la laisses faire. C'est ça. Soit tu- Mais Non, du il coup, faut pas, parce que tu vas multiplier le gène d'essaimage. du coup, Alors c'est pour ça que, excuse-moi, on va faire un Vas-y. petit interlude. C'est pour ça que c'est important de faire des notations sur vos colonies. Parce qu'on peut considérer qu'une colonie qui n'a pas fait de cellules la première année, là, cette année, vous avez des reines blanches. Ces reines blanches, elles vont passer toute la saison sans faire de cellules, malgré les conditions qui sont élevées pour l'essaimage. Il y a beaucoup de nectar qui rentre, il fait très beau, il y a des grosses populations d'abeilles. Donc, il y a un potentiel de faire des cellules. Et ces colonies n'en font pas. Il faut bien noter dessus qu'elles n'en ont pas fait. Elles n'en ont jamais fait. L'année prochaine, même si elle fait des cellules, vous ne pouvez pas considérer que cette colonie, c'est une non-valeur parce qu'elle fait des cellules en N2. Parce que la reine, elle est plus âgée. Peut-être vous avez moins surveillé. Il y a plus de cadres de couvain fermés, moins d'œufs ouverts. Et du coup, elle a moins de place pour pondre. Et donc, c'est peut-être conjoncturel. Tu vois, c'est peut-être la colonie, c'est peut-être sa façon d'être structurée qui fait qu'elle fait des cellules. Et pas forcément la reine qui est défaillante. Et donc, si elle fait des cellules, genre 2-3 cellules, et ben là, dans ce cas-là, tu peux prendre un cadre de couvain et faire un essaim dessus, puisque tu sais qu'elle n'est pas essaimeuse. Elle est presque forcée à l'essaimage. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important de bien faire des notations, de tout savoir sur vos colonies tout le temps. Donc ça décharge. Excuse-moi pour Ouais. l'interlude. Donc du coup, c'est un peu on en discutait aussi. Donc du coup, ça va décharger La ruche. ta ruche. Question. Tu vas pas la mettre l'une à côté de l'autre. Non. Tu vas la mettre, je sais pas moi. Tu peux. Enfin, Si, tu peux. Parce qu'en fait, les seules qui ne sont pas de la ruche, Ouais. qui sortent et qui rentrent, c'est les butineuses. Toutes les nourrices, elles Elles sont partent dans la pas. ruche, elles ne Ok. sortent pas. Ce que tu peux faire quand tu veux absolument le laisser sur place, c'est prendre deux cadres de couvain, un cadre de miel, et de reprendre un cadre de couvain avec des abeilles jeunes, donc plutôt du couvain ouvert, et de le secouer dans la ruche. Ok. Et comme ça, ces abeilles jeunes, elles seront affiliées à cette nouvelle colonie. Ça évitera qu'elles soient trop dépeuplées dans le temps. ok. Et donc, tu peux la laisser sur place. Et sinon, on considère qu'il faut les déplacer d'1,5 km. Donc, le truc bien, c'est d'avoir 2 ruchers. Comme ça, tu peux faire des essaims sur un, les mettre sur l'autre, et ainsi de suite tout le temps, quoi. D'accord. Ok. Bah, Ça répond bien? ça répond exactement à ma question. Et tu peux même faire sur la même ruchette, sur la même ruche, par exemple, la récolte de châtaignier, elle est passée. On sait que c'est notre dernière récolte, tilleul châtaignier, c'est le dernier. La récolte de châtaignier, elle est passée, tu as 8 cadres de couvain dans la ruche et 2 cadres de miel. Et bah tu prends 2 cadres de couvain, un cadre de miel, 2 cadres de couvain, un cadre de miel, tu laisses encore 4 cadres de couvain dans la ruche, et puis tu as fait 2 nouveaux essaims. Tu as 2 nouveaux essaims du coup. Ouais. Oui, ah oui, oui. Bah, putain, c'est pour ça que incroyable. c'est exponentiel en fait. On va dire qu'une colonie dont tu t'occupes bien en saison, elle va te faire 3 essaims par an. C'est en moyenne ça. C'est 3 essaims. Parce que tu vas en faire un au printemps. Quand tu as le démarrage de printemps, la colonie elle est très populeuse. Pour éviter qu'elle essaime, bah, tu en fais un, on va dire pendant le colza. À la fin du colza, comme on a dit, tu fais un paquet d'abeilles ou un essaim. Parce que bah, les abeilles qui sont là, elles ne servent plus à rien. Et puis à la fin de ta saison, tu refais un essaim avant d'hiverner ta colonie. Ouais, Et ça- donc tu as fait ça- 3 essaims plus ça ta fait- colonie. Ah, c'est super. Ah oui, oui, tu peux. C'est facile de faire 3-4 essaims par an sur une colonie. C'est pas. Et puis faire du miel, c'est pas faire Oui, des juste essaims pour comme faire pas des possible. essaims, c'est parce qu'ils vont Ah faire oui, en non, non, plus tu vas du faire miel. en plus du miel. Ah oui, oui, oui. Donc en Tu plus, feras tu les peux deux. récolter quoi. Oui, oui. J'ai des collègues qui sont producteurs d'essaims, qui font que des essaims, beaucoup, beaucoup d'essaims. Et donc, ils gardent des essaims hivernés chaque année, 100 essaims hivernés. Et puis, avec ces 100 essaims hivernés, ils vont faire entre 1000 et 1200 essaims. Ils font 10 à 12 essaims par colonie. Bah oui, parce qu'ils ne demandent pas, en fait, ils demandent pas à ces colonies à faire du miel. Ils demandent juste à faire des cadres de couvain. Donc, bah, c'est des colonies qui sont mises sur des ruchers spécifiques. Elles sont sirotées. Hein. Ils donnent un peu de sirop tout le temps pour qu'il y ait une stimulation. Et puis, ils cassent les colonies tout le temps. Toutes les semaines, ils viennent, ils prennent des cadres de couvain. Et ils arrivent à multiplier par 10, 12 le nombre de... Mais ça, c'est facile. Quand tu demandes... Tu sais, tu vois bien la dynamique de colonie, là. Vous vous êtes tous amusés à prendre 2 cadres de couvain, mettre dans une ruchette, tu reviens la semaine d'après, tu avais mis 2 cadres neufs, et tu reviens, les 2 cadres neufs, ils sont entièrement bâtis, entièrement pondus. Tu dis, bah merde. Du coup, bah, elle redéborde un peu trop, hop, tu renlèves 2. Nous, on a fait
au jour d'aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 essaims. Et on est tôt en saison 1. J'ai déjà fait 200 essaims. Bah, vous voyez, vous vous rappelez, hein, il y avait des ruchettes jusqu'au plafond, il n'y a plus rien, tout est plein. Et tous les essaims qui ont été vendus, les ruchettes qui étaient vides, bah, ils ont été re-remplis déjà. Donc, et j'ai racheté 100 ruchettes en catastrophe là, que je vais chercher mardi. Parce que j'ai plus rien. Bah oui. Et après, je fais comment? Non, mais c'est vrai que c'est une année super. Il faut peut-être en profiter aussi. Il faut en profiter pour augmenter son cheptel à moindre frais. Parce que c'est vrai que tu n'as pas acheté des seins, tu te retrouves rapidement avec le double de ton cheptel facilement, quoi. Sans dire, tu vas faire un travail de fou en plus. Hein, ah ouais, c'est une super année. Il faut en profiter, les copains. Bah oui, L'année dernière, on a morflé. ça compense. Ah, faut bien. Hein. Ouais, je t'ai dit, le vieux que j'avais vu chez des... Ouais, bah c'est ça en fait, l'apiculture, ça doit être optimiser les bonnes années, je pense. Tu sais, il y a beaucoup d'apiculteurs qui me disaient, quand j'ai commencé, ils me disaient, essaie toujours d'avoir une année de récolte d'avance. Tu vois? Donc, si tu vends 4 tonnes de miel, essaie d'avoir toujours 4 tonnes en stock. Donc, une année où tu vas faire 7-8 tonnes, tu en gardes un petit peu. Puis l'année d'après, peut-être tu en feras un peu moins, donc ça te fera de l'avance toujours. Ils disaient, il faut toujours avoir une année de récolte d'avance. Bon, moi, je ne les ai pas. Hein. Nous, on vend trop de miel. Et puis, moi, je ne fais pas de miel. Ce n'est pas mon boulot. Je fais des abeilles, quoi. Donc, mon boulot, ce n'est pas de faire du miel. Bon, cette année, je crois que je vais en faire un peu. Sa mère l'hypopète. Et je vais faire utiliser la miellerie comme ça. Qu'est-ce que tu penses d'Adam 12 cadres pour des ruches que tu ne transhumes pas, qui sont sédentaires, qui ne bougent pas, justement en termes de place, en termes de tout ça. Voilà, j'ai discuté avec, chez Le Rouge, on en a parlé un petit peu, il dit des ruches qui ne bougent pas. Et ça dépend avec qui t'en parles chez Le Rouge. Pour éviter l'essaimage, il dit si t'en parles avec Philippe, ça va. Si t'en parles avec d'autres, je te dirais qu'il faut leur mettre des coups de pied dans les genoux. Mais... Philippe, c'est un petit grisonnant. Ouais, c'est le plus âgé de la boutique. Il disait qu'il y a plus de place et ça peut limiter l'essaimage. C'est marrant, mais souvent, à Buckfast, ce qu'on dit, c'est que la 10 cadres, elle est trop grosse en hiver et elle est trop petite en été. Et donc, la 12 cadres, pour moi, elle serait beaucoup trop grosse en hiver et beaucoup trop petite en été. Je suis d'accord pour dire que nous, on a Eric qui utilise beaucoup de 12 cadres. Hein. C'est quelque chose qu'il aime bien. Quand c'est en sédentaire, c'est vrai que cette ruche-là, elle ne t'emmerde pas, elle est là. Tu n'as pas besoin de la bouger. Après, il faut penser aux hausses aussi, les copains. Parce qu'une hausse 12 cadres, ça fait 30 kilos, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, ça fait 25-30 kilos quand c'est au printemps ou au tilleul. C'est par rapport à l'essaimage, lui. Non, mais ça ne va rien changer. Ça pouvait en limiter, fait, ça ne va rien changer à place. l'essaimage, ça va juste le retarder. Ouais. Mais l'essaimage, c'est l'apiculteur, ce n'est pas la colonie. Vous comprenez ça? L'essaimage, ce n'est pas les abeilles, c'est vous. Si tu ne viens pas et que tu n'interviens pas au bon moment, la colonie, elle se barre, mais parce que tu n'as pas fait le boulot. Ça n'a rien à voir avec la... Ah je suis désolé, mais si. Après, tu as des souches essaimeuses. Ouais, mais moi, je te parle avec une abeille sélectionnée. Je pense que la 12 cadres, elle est fatiguée, parce qu'elle pond. Beaucoup trop, ouais. Tu mets sur 12 cadres, elle pond à 8, 9, 10 cadres, elle pond. Ah, puis franchement, tu veux du miel, mais quand tu as 3, 4, 12 cadres, 11 cadres, les hausses, quand tu la soulèves, celle d'en haut, tu dis, oh putain. Sa mère elle va tomber, je vais tomber, et je ne suis pas tombé. Mais non, mais c'est trop. Non, et puis pour le dos, c'est trop lourd. C'est un tube bonhomme. Et puis en hiver, du coup, tu fais quoi? Cette 12 cadres, elle est énorme. Et les abeilles, regarde, dans une 10 cadres, tu arrives à retrouver 3 cadres de miel qu'elles n'ont pas mangé. Dans une 12 cadres, c'est encore pire. Donc, moi, je sais qu'il y a des apiculteurs qui font du travail en 12 cadres, qui ont des ruchers sédentaires. Ils ont des 12 cadres. L'hiver, ils transvasent les colonies. Ils prennent 6 cadres qu'ils mettent dans une ruchette. Et puis 6 autres cadres, ils font 2 essaims avec. Tous les ans, ils font ça. Ouais. Et vous savez, Raymond Zimmer, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le premier à avoir eu des Buckfast en France. Il était très ami avec le frère Adam. Et donc, c'est lui qui importait des Buckfast. À l'époque, c'était la guerre entre l'Angleterre et puis l'Allemagne. Vous savez, c'était à l'époque de la guerre froide. Donc, on ne pouvait pas exporter des abeilles d'Angleterre, les abeilles Buckfast, en Allemagne. Donc, les abeilles, elles transitaient par la France chez Raymond Zimmer, et Raymond Zimmer s'occupait ensuite de les vendre en Allemagne.
Et donc Raymond Zimmer, il utilise des 12 cadres. Et eux, ils sont en Alsace, dans une région où c'est assez froid. Donc ils ont des 12 cadres, et puis l'hiver, ils les hivernent en double. Il fait 24 cadres de ruches parce que eux, ils ont la mielée d'érable qui est très importante chez eux et qu'ils veulent absolument garder. Et donc, ils hivernent des très grosses colonies pour qu'au printemps d'après, il y ait encore beaucoup d'abeilles pour être aptes à faire cette récolte de miel d'érable. Bon, moi, quand je vois les trucs 2 x 12 cadres, ça fait quand même des monstres. Ah bah ouais. Bon, après, voilà, c'était à l'ancienne. Hein. Tu sais, le frère Adam, il utilisait des 12 cadres. Hein. Ouais. Ah, c'est des spatzel, c'est des comme lui, là. C'est les mecs qui mangent pas des nouilles, hein, ils mangent des spatzel. Tu l'as vu, le cola, c'est le plus grand d'ici, là. Personne qui va y dire merde, là. Il n'y a que moi. Non, mais voilà, c'est pour dire que tout est possible. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Tu fais comme tu as envie. Si ça te plaît d'avoir une 12-4 pour essayer, pourquoi pas? Mais écoute, on va dire que la standardisation de notre matériel, elle est quand même plus simple. Moi, j'ai changé de plein de formats que j'ai vendus. J'avais des varés, j'ai plein de ruches que j'aimais bien, mais que j'ai arrêté d'utiliser parce que tu vas au rucher, il y a 2 varés qui débordent. Ah merde, j'ai pas pris d'éléments, j'ai pas pris de cadre. Alors tu te retrouves à faire des kilomètres à chaque fois, et puis tu reviens la fois d'après, tu as encore oublié. Hein. Et tu reviens la fois d'après où tu y as pensé, et tu as un putain d'essaim dans l'arbre. Là. Donc voilà, tu vois, c'est pas... Je pense qu'il faut essayer de quand même standardiser notre matériel, ne serait-ce que pour avoir quelque chose d'homogène, quoi, et de plus facile à travailler. Parce que les 12 cadres, je te jure, moi je vois déjà mes 10 cadres, mais hausses 8 cadres, là j'en ai pesé quelques-unes qui font 23 kilos. Attends, quand tu rentres à la miellerie avec des hausses de 23 kilos, t'en as plein le dos, quoi. Donc j'imagine pas avec des 12, quoi. Bon, clap de fin. Merci les copains, c'était bien. Hein. C'est pas mal cette petite... Bravo. Merci.